Dominique Guibert, qui est donc le président de l'Association européenne de défense des droits de l'homme. Je viens de m'avoir invité. Celle-là, je la prépare depuis hier. En plus de deuxième tour, c'est pas une table ronde au sens où je trouve que la façon d'avoir isolé cet après-midi la question de la réponse sociale par rapport à la table ronde qui a eu lieu ce matin est un peu dommage. Je vous demande donc d'enregistrer qu'il s'agit d'un éclairage de plus sur ce que c'est que la réponse sociale qu'en fait on est en train de construire depuis ce matin, en particulier dans la table ronde, dans l'échange important, qui a été un véritable échange de table ronde, sans doute à cause du professionnalisme de notre Kolonitch, pour arriver à provoquer chez les gens des réponses, mais parce qu'il l'a fait sur le mode de la violence, quoi, de provoquer les gens en amenant des réponses. Bon, cet après-midi, entre Cécile et moi, il n'y aura pas ça parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes terrains et qu'on n'est pas assez pour entretenir une violence de masse. Si vous voulez, je peux vous aider, mais bon, vas-y. Alors, je vous propose une réflexion en 4 points et en commençant par une introduction historico-actuelle. Deuxièmement, de faire une petite partie sur les faits et les méfaits à l'œuvre en Europe. Deuxièmement, de traiter de ce que c'est que les contours d'une comparaison internationale. Troisièmement, de relever les questions, à mon point de vue, centrales quand on parle du débat européen. Et quatrièmement, de trouver et définir ensemble quels peuvent être les bons opérateurs. Ce que j'appelle des opérateurs, c'est des mots, des notions qui puissent permettre d'introduire du débat social au lieu de le figer à l'intérieur de concepts globalisants où plus personne ne s'y retrouve. Et en conclusion, je vous proposerai une hypothèse sur les raisons de l'état où nous en sommes aujourd'hui et de comment on pourrait éventuellement dériver sur ce qui est finalement le fond de ce que nous faisons tous les jours, à savoir de la politique. Donc les 4 petites rappels historico-contemporains. Le premier, c'est il m'est arrivé d'aller faire une intervention en... Oui, c'est mieux. Qui c'est qui a dit ça? C'est que pour le son. Une conférence, une intervention devant des organisations de défense des droits de l'homme, enfin, une organisation de défense des droits de l'homme et des organisations roms en Bulgarie, à Sofia. Alors j'ai fait tout mon petit discours que vous imaginez et que certains d'entre vous connaissent bien, à savoir sur la politique néolibérale, l'austérité, la secondarisation du social, et la réponse, la conclusion, une société de solidarité. Ça, je me suis pris une bronca en disant, petit gars, la solidarité, on nous a fait le coup pendant 50 ans. Hein, en disant, ouais, et ça m'a rappelé une petite histoire que je leur racontais, ils a fait écouler de rire. C'est cette petite histoire-là. Il y a un Russe qui est avec un Polonais, il se promène dans la campagne, et il trouve un trésor. Et le Russe, à l'époque soviétique, dit aux Polonais, on fait un partage fraternel. Et l'autre lui répond, ah non, pour une fois on fait 50-50. C'est un peu cette déviation. Le deuxième, c'est, je ne veux plus savoir comment s'appelle la dame qui a parlé de la race blanche, ou la française qui est blanche, ou, enfin bon, vous savez, horrible histoire. Eh bien, ça m'a rappelé quand même, je vais voir si... Est-ce que vous savez qui a écrit ce roman qui s'appelle Cripure? Louis Guillou. Et dedans, il y a l'histoire d'un prof de philo, c'est un spécialiste de philosophie allemande, et qui étudie beaucoup Kant, Hegel, Nietzsche. Et Nietzsche, comme on disait à l'époque, Nietzsche. Et dans ce roman, il est opposé à un foutu nationaliste français, un de ses collègues, le prof, qui lui parle de la race française, qui est bienveillante, alors que la race allemande, elle pue. La race allemande, c'est des violents, alors que nous, la race française, on ne l'est pas. Il m'a semblé qu'il fallait vous rappeler parce que dans un certain nombre de discours contemporains, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Hongrie, en Roumanie ou d'autres, cette question de la race, mais territorialisée sur un pays, et sur le fait qu'elle rejette les autres, est existante. Le troisième élément que je voulais rappeler, qui a déjà été rappelé hier, mais je pense qu'il faut y retourner, et le lire, c'est les déclarations de Jules Ferry
à propos des races quand il parle en pleine période coloniale. Et je ne peux que vous inciter à relire, parce que je le trouve très actuel, le livre qu'a écrit Gilles Manson, qui s'appelle Marianne et les colonies, qui fait référence de façon très très forte à ce discours, dans la mesure où on a un petit peu trop tendance à oublier que dans notre propre République, elle a quand même été au départ d'un certain nombre de ces définitions de race de façon dite scientifique, avec une hiérarchie très très forte. La quatrième petite anecdote, c'est un petit rapport avec la loi fondamentale allemande. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous savez que les ministres, quand ils se présentent pour faire partie d'un gouvernement, ils prêtent serment. Ils prêtent serment sur la Constitution théoriquement. Mais il y a une déviation qui s'est instituée, c'est qu'on leur présente la Bible. Rien dans la Constitution ne les oblige à jurer sur la Bible. Ils peuvent parfaitement jurer, je le jure. Dans le premier gouvernement Merkel, tous ont juré sur la Bible. Alors que dans l'histoire allemande et dans la Constitution, qui est une constitution laïque, il n'y a pas de rapport avec la religion, et qu'on pourrait très très bien faire autrement. Mais le poids est tel, le rapport est tel, que ça me voulait rappeler un peu cette question qui, même s'il y a une constitution qui ne le justifie pas, qui ne le demande pas, il y a un poids, une pression très très forte des traditions nationales. Voilà mon introduction. Maintenant, mon premier point. Les faits et les méfaits de ce qui se passe en Europe quand on parle de racisme, de discrimination, de xénophobie. Pour premier, l'Allemagne. L'Allemagne, parce que Pegida. Parce que les manifestations anti-immigrés qui ont lieu en Allemagne, essentiellement dans les Länder de l'Est, mais essentiellement du côté de Dresde. Alors bien sûr, il y a une manifestation que nous avons jugée parfaitement insupportable, avec 15 000 personnes quand même qui étaient sur place. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une contre-manifestation qui était de 25 000 personnes à Dresde. Et que donc, c'est important de se souvenir que dans ce pays, qui est ce que vous connaissez dans une expérience historique, une manifestation comme celle de Pegida, avec 15 000 personnes, sachant que quand on parle des Länder de l'Est, on parle aussi des méfaits qu'il peut y avoir à Rostock, avec l'incendie d'un foyer de travailleurs immigrés, avec les lynchages qui peuvent avoir lieu dans certaines villes. Eh bien, il y a quand même une réponse civique, une réponse citoyenne forte contre Pegida. Ça ne veut pas dire qu'il y aura d'autres, il n'y aura pas d'autres manifestations de Pegida, mais il n'empêche qu'il y ait ça. Et en même temps, il y a en Allemagne 2-3 partis d'extrême droite, dont un qui s'appelle l'Alternative Interdit pour l'Allemagne, qui publie des placards pour les élections qui sont absolument insoutenables, qui chez nous ne pourraient pas où représentent 2 photos, 2 dessins, avec d'un côté une femme voilée, qui bouscule une vieille femme dite allemande, et qui lui dit la protection sociale, c'est pour moi. Et la protection sociale, c'est pour moi la femme voilée, c'est pas pour la homie allemande. Deuxièmement, deuxième exemple, la Hongrie. La Hongrie, vous connaissez tous, le gouvernement Orban, les mesures qu'il prend pour diminuer la protection sociale, diminuer les subsides des associations et mettre de fait la question Rome au centre du pays de façon à essayer de ressouder sur des bases qui sont des bases qui ont à voir avec ce qui se passe à l'intérieur du parti, le Jobbik, et au-delà du Jobbik, de ce groupe qu'on appelle les Trois Fléchés, qui était un des groupes d'extrême droite, un des groupes fascistes existants en Hongrie. Je ne vous parlerai pas de la France, parce que comme vous êtes, vous, agissant sur le territoire français, vous êtes plus au courant que moi qui ne suis qu'un Européen. La Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne, UKIP, bien sûr, le British National Party, et aussi parce que ce que peut dire UKIP ou ce que peut dire le British National Party n'est pas sans correspondance à ce qui peut se passer à l'intérieur même des discussions du gouvernement britannique. Le gouvernement britannique vient aujourd'hui, alors vous connaissez tous les questions autour de Brexit, pas Brexit, est-ce qu'on sort, dans quelles conditions on sort, ce qu'on fait. Mais il y a en ce moment un projet mis en avant par le gouvernement britannique qui j'espère, s'il arrive, sera condamné par la Commission et surtout on transmettra ça à la Cour de justice de l'Union européenne. C'est qu'il est prévu que pour les citoyens européens qui rentreront maintenant
en Grande-Bretagne avec un emploi ne bénéficieront pas sous 4 ans de tous les éléments de la protection sociale. Honnêtement, ça devrait être totalement cassé par la Commission, par la Cour de justice. Mais dans combien de temps? Et pourquoi est-ce que ça s'est mis en avant? Il est évident que ça chevauche tout ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne sur les 24, 25, 26% dont il ici le UKIP. La Suède, où toutes les questions autour de est-ce qu'on a posé tout ce qui pouvait se produire autour d'une sorte de dénazification du pays qui n'a pas eu lieu. Et on retrouve aujourd'hui un certain nombre des questions qui n'ont pas été posées, qui sont présentées par des groupes d'extrême droite suédois et qui mettent en avant l'idée que, bien sûr, il y a eu des dérives sur les démarches eugéniques qui ont pu être reproduites jusqu'en 1965 en Suède, mais qu'après tout, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'afflux des immigrés, la question peut se poser. En Bulgarie, en Roumanie, le rapport avec les populations roms, c'est un rapport extraordinairement violent. Quand je suis allé dans cette conférence dont je vous ai parlé à Sofia, j'en avais fait une autre devant les organisations roms. Et j'ai été accueilli quasiment comme le Messie, je ne sais pas si je peux dire ça, comme quelqu'un a parlé de Dieu, je peux y aller jusque-là, parce que j'étais un homme politique important qui venait parler à des organisations roms en Bulgarie, et personne en Bulgarie, pas une personne, pas un parti, pas une organisation, à part les associations de défense des droits de l'homme, vont se présenter devant les organisations roms pour demander quoi que ce soit. C'est absolument, totalement ignoré. Les Pays-Bas, avec toutes les déviations que nous connaissons autour des organisations, Pim14 et autres, sur les définitions sur qu'est-ce qu'on fait pour les immigrés. Le Danemark, avec la participation maintenant de la droite extrême au gouvernement. Alors, bien sûr, j'en ai pris quelques exemples, il y a des endroits où c'est pas tout à fait pareil. Mais il n'empêche, ce qui apparaît comme étant un des éléments majeurs du retour du national contre l'européen dans ces pays-là, c'est quand même la définition d'une identité nationale réelle ou supposée, plutôt supposée d'ailleurs. Deuxième partie de ce que je voulais vous dire, c'est de se lancer dans cette question qui est très importante quand on parle, excusez-moi, quand on parle d'un espace qui comprend plusieurs pays. C'est celui de qu'est-ce que c'est que les comparaisons internationales? Qu'est-ce qu'on retient dans les comparaisons internationales comme un élément signifiant? Est-ce que c'est ce qui divise, qui sépare les parties, ou est-ce que c'est ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui fait qu'on peut définir quelque chose de commun en constatant que ce qui est signifiant, c'est qu'ils ne se ressemblent pas, ou est-ce que ce qui est signifiant, c'est qu'ils se ressemblent et qu'ils ont les mêmes pratiques? Et je vous propose à ce sujet de réfléchir, même si je n'aurai pas le temps de m'y plonger très longtemps, sur le fait qu'à un endroit donné, c'est le résultat de la combinaison de trois éléments, trois dimensions. L'histoire, l'espace et le temps. La façon dont chacun de ces éléments se compose à l'intérieur de la société donne des caractéristiques, donne des pratiques, des alliances, des façons de définir le national, l'international, le social, et que ces éléments sont extrêmement importants dans la mesure où ils vont orienter une partie des politiques. Ils définissent donc des espaces. Et au-delà de savoir si il s'agit de création de sociétés totalement différentes les unes des autres, ce qui va les mettre en correspondance avec les autres pays de l'espace constitué, ça va être l'élément de la conjoncture. Où est-ce qu'on en est, la conjoncture économique, sociale, politique, et qu'est-ce qui fait que ça peut, oui ou non, se ressembler ou être indifférent. Je vais vous donner un exemple, peut-être que ce sera plus clair si je le dis comme ça. Si on compare les pays de l'Ouest et les pays de l'Est de l'Europe, entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, la façon de concevoir la politique est extrêmement liée à la façon dont l'espace a été défini et dominé par le communisme pendant 50 ans. Et en même temps, aujourd'hui, quand on va faire des conférences, quand on va discuter avec les pays de l'Est, la question du racisme, des populations minoritaires et de la politique économique est une question majeure qui fait que définir
sur le même espace théoriquement européen, des pays de l'Ouest et des pays de l'Est, avec des situations qui, ont compris, sont des situations sociales un peu compliquées. Je vous rappelle qu'entre le salaire minimum luxembourgeois, même s'il est exprimé en ce qu'on appelle en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'on liste un peu les choses pour vérifier ce qu'on peut acheter avec la même somme au Luxembourg ou dans l'autre. Donc entre le salaire minimum exprimé en parité de pouvoir d'achat au Luxembourg, qui est de 1500 €, et celui exprimé dans le même type de raisonnement en Bulgarie ou en Croatie, c'est 200 ou 300. Donc comment est-ce qu'à partir de réalités nationales telles qu'elles existent, on peut envisager des correspondances, des ressemblances ou des différences? Ça, c'était ma deuxième partie. Ma troisième partie, c'est d'alors de vous proposer un certain nombre de questions qui sont à l'ordre du jour et sur lesquelles il nous faudrait discuter. Le premier, il semble peut-être évident, mais il faut le rappeler, c'est quelle est la pertinence de l'espace en question? Autrement dit, si je le dis de façon plus brutale, est-ce que nous considérons que l'espace européen ou l'Union européenne est un niveau pertinent? Est-ce que, oui ou non, on peut considérer qu'il y a à développer une réponse sociale au niveau européen? Le deuxième, poser la question suivante. On sait tous que le socle, tel qu'il l'a montré hier Emmanuel Decaux, le socle de définition, le socle de droit est solide. Il est clairement défini. Le racisme est considéré, ne peut être considéré comme un élément scientifique. Il n'y a rien qui le prouve, rien qui le dit. Le socle est parfaitement solide. Il existe. Et pourtant, sur ce socle solide, on s'aperçoit que la politique européenne, ou les politiques européennes de chacun des pays, dérivent souvent vers l'utilisation de termes que nous pourrions juger comme étant parfaitement contradictoires avec ce socle solide. Une population qui n'a pas vocation à s'intégrer, ou bien des gens qui ne fonctionnent pas de la même façon, ou qui ont une caractéristique ou physique, ou sociale, ou autre, qui dériverait vers, si ce n'est au moins un gène, au moins une telle habitude qu'ils ne sont pas intégrables. Donc c'est la deuxième question. Ce socle solide existe, et pourtant, il y a des politiques qui se développent sur ce terrain. Troisièmement, qu'est-ce que se donnent les gens comme espace de référence, comme espace dans lequel ils peuvent s'identifier? Cette question est lourde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que l'espace entre l'espace national, l'espace international, l'Europe, et aussi le fait qu'en absence peut-être de réponse de l'espace national ou en éloignement trop grand de l'espace européen, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est pas de plus en plus, dans des endroits significatifs du monde, la question de la réduction de l'espace de référence à une communauté infranationale, à un niveau peut être l'Écosse, la Catalogne. Non pas que je veux dire qu'il ne faut pas discuter de ce qui est bien ou pas bien en Écosse, en Catalogne ou ailleurs, mais il n'empêche cette dimension, qui est quand même très active dans toute l'Europe, nous interroge beaucoup. Parce que comment est-ce qu'on définit cet espace et à quoi on se réfère? Parce que si on se réfère qu'à cet espace qui est en dessous de l'espace national, que deviennent les choses qui font qu'on peut vivre ensemble. Nous n'arrêtons pas de dire depuis 2 jours, développons le vivre ensemble, et on a des gens qui, introduits dans un espace national, se posent la question de le quitter, pour trouver un autre espace, où ils vivront ensemble, mais avec qui? Quatrième question, c'est celle de la définition d'une communauté. Parce que s'il y a un terme qui en Europe est difficile à définir de façon internationale, compte tenu des cohérences sociétales, des cohérences nationales qui existent dans chacun des pays, c'est bien celui de la communauté. Comment est-ce qu'on définit qu'une communauté et quels sont les éléments concrets? Moi, je vous propose 4 possibilités de définition d'une communauté. Il y a une communauté que j'appellerais de fait. Bon, on est là, on existe, on vit ensemble, on a un rapport existentiel. Et il précède votre essence. Je suis là, je fais, je suis, et je suis dans une communauté de fait. Mais il y en a 3 autres qu'on pourrait imaginer. Une communauté dite fantasmée. Je la rêve. Enfin, j'imagine qu'elle devrait être comme ça. J'imagine que je suis en référence avec ces gens-là parce que dans l'histoire, ils ont été ainsi, dans l'histoire, ils ont fait ci. Donc je me donne des éléments où je fantasme cette réalité comme étant la mienne. Il y a la communauté dite revendiquée. C'est-à-dire celle où je dis j'en fais partie et j'assume tous les éléments qui puissent me dire je constitue cette communauté revendiquée, qui peut être parfaitement excluante. Je vais dire il ne peut y avoir dans cette communauté revendiquée que les gens qui y sont. Enfin, 4e catégorie, je dirais, c'est la communauté que j'appellerais assignée.
la communauté a signé. C'est un peu ce qui se passe pour les Chinois dans notre Chinatown à Paris. Vous allez interroger ces gens-là, mais moi je connais absolument pas le Gus qui est là-bas. Il n'est pas du tout dans le même coin, il ne parle pas la même langue, il ne parle pas le même chinois, il ne parle pas le même truc. Mais quand on va parler, on va dire les Chinois, la communauté chinoise. Alors que l'idée qu'ils en sont, c'est qu'ils sont plusieurs communautés, dont une qui vient du Xinjiang, l'autre qui vient du Jiangsu, l'autre qui vient de tel endroit, celle qui vient de Shanghai, et qui n'a en fait, parce que vous voyez ce que c'est que l'espace chinois et le monde religieux, parce que quand on parle de Chine et qu'on dit ouais, il y a 15% des Chinois qui font des visites touristiques. Hein. Le problème, c'est qu'il y a 1% des Chinois qui font des visites touristiques, ça fait quand même 150 millions. Donc forcément, ça change les aspects. Hein. Et quand on se dit on va créer une protection sociale pour les paysans en Chine, j'y étais ensuite quand ils ont parlé de ça, j'ai participé à cette conférence, c'était assez rigolo, parce qu'ils ont dit, ils ont pris les exemples de ce qui se passait chez nous, la protection sociale, ou l'histoire qui a des Chrétiens, à tout. Et puis après, il y a un mec qui a dit, vous savez combien parce que si c'est pour les paysans, ça existe 50 millions. Tout de suite, ça a beaucoup refroidi je passe. Donc, sur ces quatre exemples, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est ceux-là que j'ai retenu comme étant ceux qui pouvaient être signifiants. Quatrième partie de ce que je voulais vous dire, dans ces cas-là, quels sont les bons opérateurs que moi j'ai dit opposés à ce que j'appelle des concepts globalisants. Alors, quitte à être provocateur et à amener la salle à être aussi violente que ce que j'ai dit tout à l'heure, et Michel est là pour m'aider. Moi, je vais vous calmer. Donc, si je prends comme référence l'espace européen, j'ose vous dire que le terme laïcité ou le terme race n'est pas un opérateur. Au sens où, en Allemagne ou dans d'autres pays, la question du rapport avec le terme race n'est pas contestée, ou avec le terme laïcité n'existe pas. Il y a sans doute des phénomènes qui ont rapport entre... la constitution allemande ne fait pas de référence, bien sûr, à la chrétienté. La constitution polonaise, un peu. Un certain nombre de pays comme ça peuvent être amenés à penser qu'il faut définir la communauté nationale avec ça. Donc, laïcité, race, sont des termes un peu compliqués à dire que nous ne voulons pas les utiliser. Si on fait une comparaison internationale avec la Grande-Bretagne, avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec le Danemark et d'autres. Ça ne veut pas dire que les réalités qui recouvrent ne peuvent être discutées, mais ça veut simplement dire que ça n'est pas forcément le bon terme pour entrer en discussion. Ce que j'appelle un opérateur, moi, c'est quelque chose qui puisse permettre d'avancer dans les discussions, et sur deux dimensions. La première, c'est les thèmes, sur quoi on le fait, et le deuxième, c'est avec qui on le fait, quel type d'alliance. Alors sur les thèmes, j'ai essayé de définir quels pouvaient être, à mon avis, les six échelons sur lesquels on pourrait amener à travailler. Je pense que le premier, c'est que nous avons à faire d'énormes efforts sur la redéfinition d'un corps stratégique de référence qui pourrait être celui de la gauche et qui n'existe plus. Le mur de Berlin, autres, ont entraîné toutes les réflexions sur un corpus alternatif économique, social et autres, qui n'a pas encore été, de mon point de vue, refondé. Et ce n'est pas François Mollet, non, je me suis trompé, Guy Hollande, non, c'est pas vrai, qui est en passe de le faire. Pour ceux qui ont compris, je trouve que François Hollande ressemble quand même beaucoup, après les coups de tomate qu'il a reçus à Alger, dans ce qui... Le traumatisme est profond et long. Bon. Alors, donc ça veut dire qu'il y a un travail à la fois intellectuel et politique, mais pas seulement. Nous avons un gros travail intellectuel à remettre en place sur ce que c'est que la science. Alors, je m'explique. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez l'église du monstre volant en spaghetti? Du monstre en volant en spaghetti. Non, vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous dire. Vous savez qu'aux États-Unis, il existe un fort courant créationniste. Ce fort courant créationniste, avant tout blanc, cherche à imposer dans les écoles qu'on enseigne la création à côté de l'évolution. Il y a des scientifiques qui sont émus de cette chose-là, avec, à mon avis, tout à fait juste raison, et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on enseignerait ce truc qui n'est absolument pas scientifique?
Et ils ont donc créé, à côté, une autre théorie de la création de l'homme. L'humanité, la planète, a été créée par un monstre volant en spaghetti. Et ce monstre volant en spaghetti, on s'aperçoit qu'il est absolument vérifié parce qu'il y a une corrélation entre deux données. C'est bien, vous suivez encore à 16 heures. Entre deux données. Il y en a qui suivent de moins en moins. Alors, l'une, c'est le réchauffement climatique, et deuxièmement, l'affaiblissement du nombre de pirates. Et les deux données sont parfaitement coordonnées. Hein. Le climat se réchauffe pendant qu'il y a moins de pirates. Donc, ils disent qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut qu'il y ait plus de pirates. Et ils présentent les choses chaque fois que dans une école, on leur dit qu'il faut enseigner le créationnisme. Si vous enseignez le créationnisme, vous enseignez aussi l'église du monstre volant en spaghetti. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais il y a une croyance incroyable, enfin, il y a une existence très très forte d'un affaissement des croyances scientifiques qui fait qu'on peut être amené, et je le sais parce que je l'ai vu, j'ai été absolument effaré d'apprendre que près de 60% des Américains pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Donc, et c'est extrêmement présent, cette question. C'est aussi Sarah Palin, d'autres, qui nous expliquent que la Terre a été créée par Dieu il y a 5737 années 25, et que, quand on dit oui, mais enfin, on a quand même des preuves qu'il y a des pierres qui datent des millions d'années. Ah oui, mais alors, Dieu, il a mis des erreurs sur notre parcours pour éprouver notre foi. C'est pour ça que je dis qu'il y a du travail intellectuel, du travail scientifique, quelque chose qui ramène l'idée que la science, c'est des preuves, c'est quelque chose qui a avancé. C'est comme le réchauffement climatique. Il y a Robert Verdier qui pense qu'il n'y en a pas, et il y a tout le GIEC qui pense qu'il y en a, et on dit, mais Robert Verdier, il a le droit de parler, et le GIEC, il y en a 2000, mais tous les scientifiques sont d'accord, sauf Robert Verdier, qui n'est pas un scientifique d'ailleurs. Et voilà. Donc il y a ce premier terrain intellectuel de récupération du terrain intellectuel, scientifique et politique. Le deuxième, c'est celui bien sûr de l'éducation. De l'éducation au sens propre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne, avec quoi, pour quel principe politique, et faire un... Je suis d'accord avec notre collègue qui disait tout à l'heure, si on fait ça, on retrouvera l'idée que la discussion est un des éléments de la preuve scientifique. Karl Popper disait qu'une science qu'on ne pouvait pas contester n'était pas une science. Alors il faut dire, pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire, c'est qu'il disait ça pour Marx, qui disait qu'on ne pouvait pas... et que donc Karl Popper disait le marxisme n'est pas une science, puisqu'il n'accepte pas la contradiction, en disant que toutes les autres sont des idéologies. Mais ça peut s'appliquer à l'idée que, oui, on doit pouvoir contester une science, on doit pouvoir le faire, sinon elle ne tient pas là. Donc, au niveau de l'éducation, à tout niveau, on a aussi cette question du contradictoire. Quand on parle d'histoire, l'histoire, c'est pas quelque chose qui a fait une preuve, c'est là, c'est tout, on ne bouge pas. L'histoire, c'est quelque chose qui se démontre, mais on peut demander, on peut discuter, mais ce qu'on demande à un historien, c'est d'avancer une conception logique de ce qu'il dit, et de donner la preuve vérifiable de ce qu'il a. Donc, mon deuxième terrain, l'éducation. Le troisième, je n'en parlerai pas parce que Cécile l'a fait, c'est tout ce qui tourne autour de l'éducation populaire. Et le fait de quelle présence, dans quel endroit, pourquoi faire, et même si le travail de la Ligue de l'enseignement n'est sans doute pas le même que celui des organisations de défense des droits de l'homme, ils doivent être complémentaires. Le quatrième point, c'est que nous ne pouvons pas abandonner l'idée que l'action politique est un élément important. Nous avons un petit peu tendance à penser que, trahis que nous avons été par tous ces politiques qui n'ont plus qu'une idée, c'est comment est-ce qu'ils vont garder le pouvoir en 2017. Pour la France, je m'excuse, j'aurais pas dû parler de la France puisque je ne suis qu'européen. Mais il n'empêche, l'action politique est quelque chose dont il faut redonner toute sa signification et toute sa puissance, toute sa force. Or, on a tendance à penser que, l'action, après tout, l'action politique, c'est secondaire, seul compte ce qu'on fait dans les associations et les organisations syndicales. Et j'en arrive à mon cinquième point, c'est celui de cinquième ou sixième, je ne sais plus, sixième, septième, il y en a qui charrient là. L'engagement militant, social, avec une grosse discussion à avoir en faisant cette comparaison dans tous les pays d'Europe. La Ligue des droits de l'homme est l'organisation qui est la plus puissante
ne riez pas, qui est la plus puissante de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, le moins généraliste en Europe. Et de très loin. Ah merde, je peux pas. Donc, oui, c'est la plus puissante. C'est des formes de militantisme qui maintenant posent question à d'autres pays. C'est aussi la question que vous vous posez, c'est quoi militer et militer pourquoi? Autrement dit, je vous regarde tous en me disant que certains sont même plus âgés que moi, ce qui est quand même j'ai 70 ans demain. Donc, merci. Et donc, je regarde et je dis, oui, on dit les jeunes ne sont pas là. Ça n'empêche pas les jeunes de militer. Mais ils militent où? Ils militent à DAL, ils militent à RESF, éventuellement sur le climat. Ils vont militer dans ce que j'appelle du militantisme spot. C'est-à-dire, je choisis un front, je le fais pendant le temps qu'il faut, je m'engage à fond là-dessus, je fais que ça. Ça fait d'excellents militants, absolument. Ce n'est pas du tout une critique de fond, mais c'est de constater que proposer un militantisme de type généraliste dans une organisation structurée, extrêmement structurée comme la Ligue, je ne sais pas. La LDH un peu moins, parce qu'on est un peu moins... Bon. Donc, cet engagement-là, ce type d'engagement, est un engagement difficile. Jacques Hion, dans un bouquin qui s'appelle La fin des militants, a bien décrit cette façon de militer, cette façon à la fois personnelle, individuelle, d'engagement fort, mais qui ne souhaite pas le faire à long terme. Il y a donc des formes de militantisme qui sont extrêmement différentes. En Allemagne, il y a une organisation de défense des droits de l'homme, elle est très ancienne, elle a été créée, tenez-vous bien, en 1916, en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale, une organisation qui a eu de l'importance, beaucoup d'importance, avec des gens comme Karl von Ossietzky, qui étaient des gens extrêmement présents, très fortement impliqués dans l'alliance. Alors, les types d'alliances, c'est pour ça que je suis président de la LDH, même si, il faut dire les choses entre nous, j'ai un peu été sur ordre. Enfin, j'ai été élu. C'est la Ligue qui m'a demandé d'assumer cette fonction, je l'ai fait avec plaisir. Donc, les alliances que l'on peut nouer, en constatant qu'au niveau européen, on ne peut pas en rester avec l'idée que l'AEDH peut à elle seule assumer tout le champ. Donc, il y a forcément des questions à se poser, de contact avec les organisations syndicales en particulier, avec tous les types d'associations qui défendent un front ou un autre. Ce qui n'est pas simple parce que ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est pour ça que nous avons essayé, là nous avons commencé à réintroduire l'idée que, alors que les liens étaient totalement distendus, il fallait se reposer la question des contacts avec la Confédération européenne des syndicats, dont on peut penser ce qu'elle veut, mais il n'empêche que dans son dernier congrès, elle a posé la question de la nécessité d'un revenu minimum au niveau européen, même si ce revenu minimum est ou réglementaire, ou législatif, ou conventionnel. Donc, cette question d'alliance doit être très présente sur la façon dont nous agissons, et à mon avis, elle est déterminante, mais elle est peut-être encore plus complexe au niveau européen qu'elle ne l'est au niveau français, encore qu'au niveau français, s'il s'agit d'abord de mettre d'accord les organisations syndicales, puis après les organisations de défense des droits de l'homme, et mettre les deux ensemble pour qu'ils soient d'accord, je vous laisse la responsabilité de la périodicité. Je finis, et ma conclusion, c'est l'hypothèse de pourquoi on en est là. Alors je pense que ça tient à la fois à des cycles historiques et à la façon dont ils vivent aujourd'hui. Nous avons vécu, après la Deuxième Guerre mondiale, après le procès de Nuremberg, avec le fait que tout élément de présentation au niveau public, dans le discours public, d'une manifestation de racisme, était de fait disqualifié. C'était disqualifié d'abord parce qu'on sortait du nazisme. Et je vous rappelle que quand même que beaucoup de gens de ma génération, l'une des raisons pour lesquelles nous avons, comment dirais-je, cru, et nous croyons encore pour beaucoup à l'Union européenne, c'était cette question du rapport à la guerre, qui fait que l'idée qu'il ne pouvait plus y avoir de guerre entre la France et l'Allemagne par le biais de rapports internationaux était extrêmement présente, sortir de cette guerre. Il y a un deuxième élément qui a joué dans la façon où il était extrêmement difficile de présenter dans les débats publics les questions de racisme, de définition de race, en tout cas de hiérarchie des races.
C'est la guerre froide. La guerre froide plus la sortie de la guerre a fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où, publiquement en tout cas, cette question des races, du racisme n'apparaissait plus. À la fin de cette période, 89, en revanche, ça a sauté. Et que ceci sautant, il est revenu dans le débat public un certain nombre de questions. Par exemple, on sait très bien qu'en 84-85, quand on posait la question à Le Pen, il disait oui, j'ai du sang juif sur ma voiture. Et, donc, c'est les plaisanteries que disaient les militants du FN à l'intérieur de leur réunion. Donc, il y a eu cette forme de libération qui n'a pas été totale, mais elle existait. Souvenez-vous, après, Le Pen est présent dans les radios, dans les médias, il ne fait pas beaucoup de résultats. Mais, et c'est la troisième vague de ce que je voulais dire, c'est au-delà de ce discours qui était de nouveau permis, c'est poser la question de l'éclatement des niveaux de référence dont je parlais tout à l'heure. Le fait qu'il y a une sorte de retour, en même temps que ce retour des questions raciales, sur quel est l'espace de référence dont je considère qu'il est pour moi pertinent. Et l'espace de référence, c'est forcément du local, c'est qui me ressemble, ça semble, et j'ai comme l'impression qu'on est dans cette période où on revient à la délimitation de la communauté, du groupe dans lequel je suis, à des niveaux plus infranationaux, plus représentatifs, avec quelquefois même, il faut le dire, l'idée que, alors que quand on dit nous, il faut penser global et agir local, même si ça paraît comme quelque chose de juste, il peut y avoir une euphémisation de la chose, avec les gens qui disent, oui, mais ce qui compte, c'est d'abord agir local, avec les gens qui sont sur le local, que je connais, et avec un retour historique un peu étonnant, qui est que finalement, ma reconnaissance avec les gens, elle va avec ceux que je peux rencontrer dans la journée. Au-delà, comme dans le temps, on disait que la reconnaissance des gens se faisait par le fait qu'il fallait pouvoir connaître les gens au-delà, pour une journée de cheval. Au-delà d'une journée de cheval, ça passe à une autre situation, à autre chose, et je ne connais plus les gens, et il faut que je vérifie, et il faut que je demande à la maréchaussée, et la maréchaussée, elle vérifie, et elle donne des papiers d'abord à ceux-là, puis après elle s'aperçoit qu'il faut donner des papiers à tout le monde, parce que ceux qui n'en sont pas, c'est ceux qui ne sont pas du coin, et c'est là qu'on trouve l'invention dans les années 1700 et 1800 de la figure sulfureuse du sans-papier. Il est d'alors logique qu'une fois que je pense, je pose une hypothèse, eh bien, on en arrive à cette question fondamentale qui marque aujourd'hui l'Union européenne dans tous ses aspects, qui est la question migratoire. La question migratoire vient dans cette question-là, dans ce moment-là, un espace de référence pour un certain nombre de gens, pour beaucoup de gens et pour beaucoup de gouvernements, avec donc cette déviation, et je me permettrai de finir là-dessus, qui est de dire, quand on parle des migrants ou des réfugiés, on parle de crise. La crise des migrants, la crise des réfugiés. Je prétends que nous ne devons plus utiliser ce terme. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une crise de la construction européenne et une crise de l'instabilité du monde. Et dans ces cas-là, nos responsabilités pour lutter contre tout élément d'infériorisation de toute catégorie sociale, politique ou culturelle est là. Merci.